Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur françaisdanslemonde.fr. En partenariat avec Mon Chasseur Immo, nous allons vivre ensemble un webinaire important pour tous ceux qui ont envie d'acquérir un bien alors que vous êtes français expatrié. Vous nous regardez aux quatre coins du monde. Sachez que cette émission est enregistrée le 8 juillet à 19 heures. On est en plein Tour de France. On va faire nous aussi notre Tour de France aujourd'hui en étant en direct et en simultané à Nantes, à Berlin, à Marseille, à Paris, à Montpellier, au siège de Mon Chasseur Immo. Et moi, je suis à Lille, je suis Gauthier, je suis animateur, fondateur de françaisdanslemonde.fr et très heureux de partager ces prochaines minutes avec des experts qui vont pouvoir poser à vos questions, répondre à vos questions. Je refais ma phrase, avec des experts qui pourront répondre à vos questions. Vous pouvez laisser vos messages dans le chat. On va faire un petit tour de table, un petit tour d'horizon pour présenter nos invités. Aujourd'hui, on va donc parler d'un sujet qui concerne de plus en plus d'expatriés dans le monde. Comment acheter un bien immobilier en France alors que l'on vit à l'étranger? C'est un projet qui peut sembler un peu compliqué, voire inaccessible quand on est à des milliers de kilomètres et qu'on ne connaît pas bien le marché français ou qu'on n'a pas eu le temps de tout gérer soi-même. Et pourtant, de plus en plus de personnes franchissent le pas chaque année. Alors, comment s'y prendre concrètement? Quelles sont les étapes à ne pas rater, les erreurs à éviter et surtout, est-ce que l'on peut vraiment mener un projet immobilier en France sans être sur place? Je vais vous faire un début de réponse. La réponse est oui. Grâce à nos experts, nos invités et notre témoin, un petit tour d'horizon. Je salue pour commencer Franck Danerol. Bonjour Franck et bienvenue. Bonjour Gauthier, bonjour tout le monde. Effectivement, je suis Franck Danerol, je suis directeur. Oh, pardon, excusez-moi. Voilà. Hop. Bonjour Franck et bienvenue. Rebonjour Gauthier, bonjour tout le monde. Et effectivement, je suis Franck Danerol, directeur commercial de Mon Chasseur Immo. Je suis dans ce réseau depuis bientôt 10 ans et j'ai eu l'occasion d'être moi-même chasseur auparavant, avant de m'occuper d'animation du réseau. Et j'ai eu l'occasion, à des intervalles réguliers, d'accompagner des expatriés dans le cadre d'un achat immobilier en France. Merci beaucoup. On rejoint maintenant Caroline Lemoine. Oui, bonjour les Français dans le monde. Donc je suis chasseuse à Paris et en Île-de-France depuis 3 ans. J'accompagne donc des non-résidents, des expatriés français qui veulent faire un achat pour une résidence principale, future, pour un pied-à-terre, un investissement locatif. Voilà. Et également sur les biens de luxe aussi. Je fais partie du service Prestige de Mon Chasseur Immo aussi. Très sympa, merci beaucoup. Frédéric Manger est avec nous. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. Je suis comme Caroline également chasseur immobilier, mais par contre je suis sur Marseille. Marseille qui souffre en ce moment, comme tout le monde le sait. Marseille qui prend un petit coup de feu sur les coins du côté du 16e arrondissement. Alors a priori, au moment où on enregistre, ça s'est un peu calmé. Absolument, on croise les doigts en tout cas. Et j'accompagne comme Caroline donc des expatriés, aussi également des résidents pour leur trouver leur résidence principale ou un bien à louer. Merci beaucoup. On salue Viviane Ramadier, qui est directrice de communication Mon Chasseur Immo. Un petit bonjour spécial à Viviane, avec qui nous avons préparé ce webinaire, qui a fait un très beau travail. Bonjour, bienvenue Viviane. Bonjour, ravie de t'assister dans cette organisation et dans ce super webinaire qui, je n'en doute pas, sera passionnant. Et si vous avez des questions, c'est Viviane qui fera votre porte-parole. Et puis, on va en Europe, à Berlin, en Allemagne, retrouver Michael Brock. C'est un Français expatrié là-bas qui va pouvoir témoigner. Notre témoin du jour. Bonjour Michael. Bonjour tout le monde. Oui, je m'appelle Michael, j'habite à Berlin. Merci beaucoup pour l'invitation et la chance de revivre cette expérience d'acheter un bien en France de l'Allemagne. J'habite à Berlin avec ma femme, on a 2 enfants, on a un petit studio de création digitale et on a acheté un pied-à-terre à Marseille il y a 2 ans avec l'aide de Frédéric. Bon, il est toujours là, l'appartement à Marseille, il n'y a rien qui a brûlé? Oui. Ça va, très bien. Non. Merci beaucoup en tout cas. Ce webinaire, on va le rendre le plus concret possible. Pas de discours théorique, mais des retours d'expérience, des conseils de terrain et les clés pour réussir votre projet. Comme je le disais, si vous avez des questions, vous pouvez les déposer dans le chat et Viviane reviendra faire écho. Est-ce que tout le monde est prêt pour commencer? Eh bien, c'est parti. Alors, avant même de parler de biens ou de visite, il y a une première étape essentielle quand on vit à l'étranger, c'est bien cadrer son projet. Quand on vit à l'étranger, comment bien poser les bases pour que la suite se déroule efficacement. Nos experts vont nous répondre. Et Franck, pour commencer.
Oui, effectivement, Gauthier, il faut, dans cette phase-là, avant de parler des biens, se concentrer sur le cadrage du projet. Il est important de commencer par définir l'objectif de l'achat, si c'est pour une résidence principale, si c'est pour du locatif, si c'est pour un futur retour d'expatriation ou un pied-à-terre, ça va avoir une incidence. Il faut savoir aussi qui va décider dans ce projet, qui va financer, quel est le délai du projet, et puis bien sûr de définir le budget avec les critères et le périmètre de ce projet. Cette phase est vraiment essentielle. Ce cadrage, ça va permettre ensuite de dérouler les différentes étapes du projet sans stress et sans perte d'énergie. Et si je peux enchaîner pour avoir l'aspect côté terrain, en fait, lorsque moi j'accompagne des expatriés, dès le départ, je prends vraiment le temps de bien caler avec eux les aspects techniques qui sont liés justement à cette expatriation. Le premier point, c'est la distance. Donc, j'essaie de privilégier plutôt des visios plutôt que des appels téléphoniques. C'est quand même plus sympa de se voir. Et puis, si pour des points ponctuels, des messageries comme type WhatsApp. Deuxième point, il y a le décalage horaire aussi qui est un élément clé. Et on définit du coup les plages horaires qui sont les plus pratiques pour pouvoir échanger. Et comme je sais que mes clients vont avoir des déplacements limités, en tout cas, j'essaie de les faire venir le moins possible. Je fais des visites en visio live, c'est-à-dire qu'ils font la visite en même temps que moi, ou alors je filme les visites et je débriefe rapidement avec eux ensuite. Donc ça, ce sont tous les aspects techniques et également, je valide avec eux leurs conditions de financement puisque la plupart du temps, les conditions exigées par les banques pour financer les expatriés sont plus drastiques et plus strictes que pour des résidents, notamment par exemple pour le minimum d'apport qui est exigé pour des expatriés. En tout cas, merci à la technologie quand même. Tout ça a simplifié un peu votre travail de pouvoir à distance montrer les biens. Absolument. Ça, c'était donc Frédéric et Caroline également. Et oui, en complément de ce que vient de dire Frédéric, il y a souvent un besoin d'acculturation du marché français. Les spécificités françaises sont bien différentes. Il faut effectivement comprendre comment fonctionne un achat immobilier en France. Il y a des étapes, il y a des délais, il y a des fameuses clauses suspensives. Il faut être clair et précis là-dessus, du compromis à l'acte. Il y a des délais à respecter. Également, des particularités juridiques et réglementaires sur la fiscalité. Les taxes un peu dans tous les sens, on les connaît, il y en a pas mal en France. Ah bon? On achète en copropriété, souvent à Paris, quand on achète un appartement, à Marseille également. Il y a des charges inhérentes à la copropriété, il y a des documents aussi de copropriété, des PV d'AG, des RCP, on en reparlera un peu plus tard. Également, si l'acquéreur souhaite faire des travaux de surélévation ou autres travaux, il y a des notions d'urbanisme et des accords et des réglementations à faire. Beaucoup de pédagogie de ma part. Et enfin, il faut avoir une vision évidemment claire et fluide du prix et de l'attractivité des zones. Paris a évolué ces dernières années. Si vous les Français, vous êtes partis, les Français à l'étranger, il y a quelques temps, ça a évolué. On parle du Grand Paris. Les transports, ça évolue là tous les jours. Aujourd'hui, on fait du vélo, énormément de vélo à Paris. Voilà, donc on ne connaît plus le Paris d'il y a même 3-4 ans. Là aussi, je parle beaucoup de pédagogie. Donc l'accompagnement à distance sert à expliquer tout ça, que tout soit fluide, bien compris, et donc même à distance, ça se fait facilement. J'ai l'occasion souvent d'interviewer des Français de l'étranger. C'est vrai que le pays évolue et des quartiers qui étaient peut-être pas à la mode il y a quelques temps le sont maintenant. Donc les choses évoluent, d'où l'idée d'avoir de vrais experts comme aide. Alors, une fois que le projet est bien défini, vient le moment de chercher un bien et de faire des visites à distance. Alors, quelles sont les bonnes pratiques pour mener une recherche efficace, surtout quand on est, comme nos auditeurs, aux quatre coins du monde et donc pas possible d'être sur place? Ouais, effectivement, Gauthier, c'est un vrai enjeu effectivement, de faire cette démarche depuis l'étranger. Ça demande à la fois d'être hyper organisé et beaucoup de réactivité. C'est les deux aspects qui sont vraiment à prendre en compte. Il faut comprendre et connaître le marché sur lequel on souhaite faire un achat, sur les prix, les quartiers à éviter. Enfin voilà, il y a des spécificités après dans chaque ville. Je pense qu'il faut aussi être conscient qu'on va devoir démultiplier les sources sur lesquelles on va se connecter pour pouvoir trouver des opportunités de biens. Donc ça demande aussi une veille quasi permanente pour pouvoir être efficace sur cette partie-là. Et puis après, il faut être aussi conscient qu'il est difficile de bien filtrer les biens avec la distance. Voilà, c'est d'avoir les bonnes informations et repérer les incohérences qu'il peut y avoir dans les annonces.
Donc, cette partie-là est effectivement en distanciel, pas simple à appréhender. Et puis après, on passe aussi à la partie visite, c'est-à-dire quand on est de manière opérationnelle sur le terrain. Et là, on rentre en relation avec les agences. Il faut organiser des visites à distance, des visios, ce qui demande effectivement d'être à la fois disponible, mais avec des acteurs locaux, des agents immobiliers ou des représentants des vendeurs, qui pour le coup ne sont pas forcément disponibles sur des horaires et des modalités de communication avec les expatriés, puisqu'ils ont plutôt l'habitude de traiter avec des gens qui sont présents sur place. Je pense que d'ailleurs, Frédéric, tu as des éléments complémentaires. En effet, oui, tout à fait. Je confirme ces difficultés sur le terrain quand on est loin de pouvoir visiter un bien. C'est un vrai défi logistique, en fait. Le premier point, c'est que la plupart des agents immobiliers qui vendent les biens ne proposent pas forcément de vidéos détaillées de l'appartement ou de la maison, et même de visio-visite. C'est-à-dire que pour eux, ce n'est pas du tout un réflexe. Donc, la seule chose qu'il reste à faire, c'est de les appeler, de les relancer pour essayer de décrocher une visite. Donc ça, c'est déjà la première chose qui est un petit peu contraignante. Le deuxième point, c'est bien sûr le décalage horaire, parce qu'appeler des agences, quand on habite aux États-Unis, par exemple, et qu'on appelle en France à des horaires normaux, on se retrouve en fin de journée. Et malheureusement, à la fin de journée, c'est justement là que les agences sont en train de faire les visites. Donc ça allonge les délais de réponse. Donc en fait, le mieux, c'est de s'appuyer sur un proche ou une personne qu'on connaît bien qui est sur place, qui peut, elle, faire la visite, prendre des photos et apporter un maximum d'informations sur le bien qui vous intéresse. C'est vrai que le décalage horaire, on connaît ça. On est sur la radio qui ne dort jamais. Il y a toujours un auditeur qui va se coucher quand quelqu'un d'autre se lève. Et bien évidemment, parfois, on va pas faire une visite d'un appartement à 4 heures du matin. Caroline, un petit mot? Oui, évidemment. Quand on cherche seul, c'est un peu déroutant. Déjà, il y a plein d'annonces. Il faut décoder le vocabulaire des annonces et décrypter les subtilités juridiques et techniques derrière les annonces. Comme j'en parlais tout à l'heure, le DPE, on en reviendra, le diagnostic technique de performance énergétique, c'est très tendance. Comprendre les charges, tout ce que ça comprend, j'ai souvent des questions de la part donc, de résidents, de non-résidents français. Et puis, une fois qu'on a décrypté, qu'on a proposé des biens, ça c'est la première partie de notre accompagnement sur notre application, Mon Chasseur Immo, c'est compliqué d'évaluer la valeur réelle du quartier, de l'environnement. Ça m'arrive de faire guide touristique aussi, faire de petites vidéos. Je connais bien les quartiers, je suis parisienne depuis 55 ans, donc je peux vraiment, en plus de tout ça, donner beaucoup d'informations. Et enfin, il y a souvent un biais émotionnel. Certains clients se projettent dans l'appartement. Je suis là pour faire attention pour eux, leur expliquer qu'il faut regarder quand même bien tout vérifier pour ne pas se tromper, notamment par exemple la qualité des immeubles aujourd'hui, tout analyser, les plus et les moins de l'appartement et pas foncer dans un coup de cœur qui pourrait masquer des imperfections. Caroline, ça ne se voit pas que tu es parisienne depuis 55 ans, si je peux me permettre. Voilà, petite flatterie au passage, il faut bien s'en occuper. Vous avez une question par rapport à ce que les experts disent, n'hésitez pas à intervenir dans le chat et on va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Alors voilà, cette fois-ci, un bien vous plaît, il faut savoir se positionner rapidement. Alors, comment formuler une offre d'achat solide et bien négociée quand on est à des milliers de kilomètres, chers experts? Ah, Franck, ton micro est coupé. Je n'ai pas rappuyé. Oui, effectivement, Gauthier, je disais c'était une étape qui est cruciale et qui demande pas mal de préparation, puisqu'on est à un moment clé, une fois qu'on a la chance d'avoir trouvé un bien, pour pouvoir se positionner. Et là, il y a toute une réflexion qui est liée au prix, pour comprendre dans quelle position on peut décider de faire une offre de prix et à quel montant. Donc, se renseigner sur l'historique de la mise en vente, etc. Donc, c'est des informations importantes à collecter pour pouvoir se décider et faire cette offre de prix. Ensuite, il y a la forme sur laquelle on va faire cette offre de prix, parce qu'il va falloir aussi appuyer finalement sa position en étant expatrié, ce qui n'est pas forcément simple. Donc la forme va aussi avoir beaucoup d'importance, puisqu'il n'y a pas forcément de discussion en direct avec le propriétaire. Et pour pouvoir le faire en toute connaissance de cause, il faut aussi poser les bonnes questions avant pour préparer son offre, mais aussi préparer les réponses qui vont nous être posées en tant qu'acquéreur, puisque en tant qu'expatrié, on va peut-être avoir plus de questions qui vont être posées par les vendeurs ou les propriétaires pour se rassurer sur la teneur de l'offre qui est faite. Et puis après, il y a un autre aspect qui est celui de l'affect, parce que quand on est à distance, si on a un coup de cœur sur un bien, parfois en étant en prise directe et n'ayant pas un tiers de conseil, on peut parfois prendre des décisions un peu hâtives liées par le côté
émotionnel. Donc, il faut aussi savoir gérer ça entre la raison et l'émotion pour pouvoir faire une offre dans les meilleures conditions possibles. Et ça, je pense que Frédéric, tu as pu aussi, toi, le vivre régulièrement avec des clients que tu as pu accompagner. Oui, absolument. En fait, quand on fait une offre depuis l'étranger, il faut vraiment être très, anticiper et avoir beaucoup de rigueur dans la rédaction de cette offre. Et par exemple, sur des marchés qui sont très tendus comme à Marseille, l'élément qui est clé, c'est vraiment la réactivité. C'est-à-dire que si on a tendance à attendre trop longtemps pour se positionner et faire une offre, et malheureusement, le bien peut facilement nous échapper. Donc, la réactivité est clé. Le deuxième point, c'est que des agences ou des vendeurs ne sont pas forcément à l'aise ou rassurés quand l'acquéreur est un non-résident. Ça leur semble beaucoup plus simple pour eux de traiter directement avec un résident. Donc, il faut bien pouvoir argumenter, montrer que la simplicité des échanges qu'on peut avoir avec eux et apporter une preuve claire du financement pour les rassurer. C'est vraiment un élément clé. Et puis, enfin, j'allais dire que attention à la négociation marchand de tapis. Ça, c'est valable aussi bien pour des résidents que des non-résidents. Il faut être vraiment assez lucide sur les marges de manœuvre qui sont possibles dans l'acquisition, parce qu'une offre qui peut être trop agressive dès le départ, où on se dit je remonterai un peu par la suite si le vendeur refuse mon offre, la négociation peut être finalement malmenée et peut faire capoter un coup de cœur que vous pouvez avoir sur un appartement ou une maison. Et oui, du coup, je ne ferai que rebondir sur ce que dit Frédéric. On est là, les experts. On connaît bien souvent nos interlocuteurs parce qu'on a un gros réseau chez Mon Chasseur Immo. Donc, on fait acte de pédagogie sur l'offre, bien expliquer à nos clients et anticiper en amont sur valider leur financement, jusqu'où ils peuvent aller, d'où viennent les fonds, expliquer ce qu'est une offre engageante, dans quelle mesure pour le vendeur, pour l'acquéreur, quels sont les délais, les implications juridiques. C'est vrai que quelquefois, les agences peuvent demander, ou les vendeurs peuvent demander des justificatifs supplémentaires. Il faut pouvoir avoir anticipé ça là-dessus. Et c'est un petit peu compliqué aussi dans les offres, en parallèle de bien analyser les documents et avoir un interlocuteur local comme un chasseur immobilier qui connaît bien à la fois le secteur et l'interlocuteur agence en France ou vendeur. C'est important avant de s'engager. En clair, il faut être très précis et rigoureux. Merci beaucoup. Je vous rappelle que nous sommes au cœur du webinaire aujourd'hui, comment réussir son achat immobilier en France depuis l'étranger. Ce podcast, vous pouvez l'écouter sur la radio des Français dans le monde, le retrouver en podcast sur notre site et sur toutes les plateformes et également en vidéo rediffusée sur YouTube. Alors, on a trouvé le bien, ça y est, l'offre est acceptée. Entre le compromis et l'acte, tout peut encore se jouer. Alors, quelle démarche faut-il absolument anticiper ou sécuriser à cette étape quand on mène son projet depuis l'étranger? Oui, Gauthier, c'est un point qui est vraiment important, à la fois qui est technique et stratégique, cette partie-là, puisqu'on va être dans des notions qui peuvent être à la fois du domaine administratif, mais aussi de protection des intérêts de l'acheteur lui-même. Il y a des conditions suspensives qui sont à bien checker sur cet avant-contrat, le compromis ou la promesse qu'on va signer en tant qu'acquéreur, et notamment sur le fait que on va avoir peut-être un prêt à obtenir depuis l'étranger qui peut avoir des délais et des conditions un peu spécifiques. Il y a toutes les autorisations administratives qui sont liées à cette démarche. Donc, il faut être conscient de cette partie-là qui est vraiment à prendre avec précision. Après, la transmission de documents administratifs, globalement, ça se fait de manière assez facile, même s'il faut que ça soit bien mené pour pas qu'il y ait de défaut de présentation de pièces. Et puis après, il faut organiser aussi la notion de signature à distance, puisque sur un achat comme ça, on a beaucoup d'expatriés qui ne reviennent pas forcément pour effectuer les signatures. Donc, il faut gérer de pouvoir avoir une procuration en amont avec un notaire, etc. Donc, ou parfois même des traductions de documents si on a par exemple un conjoint qui n'est pas de nationalité française ou qui ne parle pas suffisamment bien français. Donc tout ça, ça doit s'anticiper parce que c'est vraiment très précis. Et puis après, on peut avoir aussi des... Petite question concernant la signature. Est-ce que techniquement, aujourd'hui, on peut signer à distance ou ça n'est pas encore possible? Si, on a des systèmes, mais ça s'anticipe et ça se prépare. Donc, on a même des systèmes de signature authentifiée, donc ça peut tout à fait se gérer. Mais par contre, ça va demander un délai de préparation et de précision pour justement ne pas être pris en défaut sur cette situation-là. Donc, ça, c'est aussi de l'anticipation qu'il faut bien avoir conscience, même si à cette étape-là, en fait, les choses peuvent aller assez vite sur des préparations de signature de compromis ou de promesses. Il y a déjà des documents qui sont parfois
préparés à l'avance par l'agence. Donc, il faut être très réactif et très précis pour ne pas se faire prendre à défaut sur une condition qui n'aurait pas été en faveur de la protection de l'acquéreur lui-même. Puis après, il y a des aspects qui peuvent être liés au locatif, si on décide de faire un investissement. Et là, auquel cas, il faut vraiment, là aussi, anticiper des démarches qui pourront être liées à la fiscalité, à des déclarations qui sont ou d'assurance qui sont à prévoir en amont à cette phase-là. Donc, sur lesquelles il faut être bien précis et organisé pour que la stratégie ne prenne pas à défaut l'acquéreur dans cette étape clé. Merci Franck sur cette partie juridique. On va aller sur le terrain à Marseille avec le point de vue de Frédéric. Absolument. Alors, sur cette étape-là, en fait, on commence à aborder des sujets vraiment très, très pratiques. Bon, la première chose dont on a parlé très brièvement, c'est quand même d'étudier en détail ce qu'on appelle le dossier de diagnostic technique, qui comprend notamment le DPE dont parlait Caroline tout à l'heure, le dossier de performance énergétique. Voilà, ce document est très important. En tant que chasseur, on l'étudie en détail, on fait un rapport synthétique à nos clients. Ce document sert à valider l'état du bien, en fait, pour sécuriser l'acquisition et s'assurer que le bien est en bon état et la copropriété également. Ensuite, quand on s'est décidé sur un bien, il faut également anticiper les travaux. Il y a souvent des travaux à réaliser et dans ce cas-là, il ne faut pas perdre de temps et commencer dès à présent à faire des demandes de devis pour pouvoir lancer les travaux juste après la signature et l'acquisition du bien. Également, souci purement technique et purement pratique, c'est qu'un certain nombre de contrats vont devoir être faits juste après la vente. Alors, pour avoir de l'eau, pour avoir de l'électricité, pour avoir un accès à Internet, pour pouvoir payer sa taxe foncière. Donc, tout ça, préparez bien sa petite checklist en amont pour que le moment venu, on puisse appeler qui de droit. Et puis, en plus, en cas de location, puisque, encore une fois, on peut acheter pour y habiter, mais on peut acheter également pour mettre en location. Si vous souhaitez mettre le bien en location, pensez au montant du loyer que vous allez demander à votre locataire, aux travaux éventuels de mise aux normes que vous allez devoir faire dans l'appartement ou la maison, et puis le type de fiscalité pour laquelle vous allez vous orienter, grossièrement, soit avec un forfait ou au réel, avec la déclaration réelle de tous les frais que vous allez réaliser dans l'appartement. Je crois que c'est parfait, Frédéric, tu as presque tout dit. J'ajouterai un exemple concret. J'accompagne des étrangers à l'heure actuelle. On est entre la promesse et l'acte. On va faire les rendez-vous, ils veulent faire un peu de travaux, peut-être d'isolation supplémentaire pour ce fameux DPE. Et j'accompagne donc, et je vais peut-être faire des visites à distance ou pas. J'organise tout ça, finalement, on pilote le projet du début jusqu'à la fin. Il faudra aussi penser pour l'acte à prendre une assurance habitation. Des petits détails comme ça que le chasseur rappelle et qu'on oublie. Il y en a divers et variés. Donc voilà un petit peu tout ce effectivement qu'on peut faire. On pilote, on anticipe, on apporte la rigueur et on échange, on communique beaucoup avec notre acquéreur, notre client. C'est sûr qu'aujourd'hui, tout le monde pense qu'avec Internet, il sait tout sur tous les sujets. C'est là qu'on voit qu'un vrai professionnel de l'immobilier peut vraiment accompagner l'intégralité du projet et aider la personne qui veut acheter le bien. On a peut-être une question, Viviane, qui a été posée avant de reprendre le cheminement de notre achat immobilier. Exactement, je vous laissais terminer. On avait une question de Mosen Benkeder qui dit « Je suis canadien et j'aimerais faire un pied-à-terre à Paris. Je connais très bien le marché immobilier canadien, mais difficilement le marché français. C'est quoi en général la marge de négociation pour l'achat d'un bien ?» Donc là, on était sur l'étape précédente. Ouais, voilà, le temps d'avoir récupéré la question. Qui va répondre à la question de notre invité? Alors, moi, je veux bien répondre puisque je suis à Paris et que je viens d'accompagner un couple franco-canadien. Ah, parfait. Alors, oui, qui ont acheté pour une RP à Paris, une résidence principale. J'ai envie de dire, le marché parisien aujourd'hui est compliqué. C'est compliqué d'acheter. Il y a plusieurs vitesses. Ça dépend où vous voulez acheter votre bien. Dans le centre de Paris ou dans des arrondissements plus périphériques. Et aujourd'hui, le marché est dynamique. Beaucoup d'étrangers s'y intéressent, beaucoup de Français expatriés. Quelquefois, il faut savoir se positionner. Je crois que Frédéric l'a dit tout à l'heure. Notre rôle, c'est de se positionner dans les premières visites parce qu'on sait que ce bien-là, il va partir dans la journée. On en est là. Et quand il part dans la journée, peu de négo possible. Et là, il faut avoir vraiment blindé son dossier de financement en amont. D'où, effectivement, notre accompagnement expert. D'autres biens, on peut aller jusqu'à 10 ou 15% de négociation. En moyenne, chez Mon Chasseur Immo, je crois que l'année dernière, c'était 6% à Paris de négociation. Voilà, tout dépend des biens, des critères que vous avez, des quartiers.
Rien n'est décidé d'avance, mais quelquefois, ça va vite. Et notre rôle, c'est d'être dans les premières visites. Je souhaite à notre auditeur canadien de trouver son rêve à Paris. Alors, une fois l'acte signé, déjà, si je ne m'abuse, c'est le moment où on boit un coup de champagne. Il faut respecter les traditions. Est-ce que c'est terminé ou est-ce qu'il y a encore des étapes à anticiper? Non, effectivement, Gauthier, ce n'est pas tout à fait terminé. Même on si, ne peut pas boire le champagne, alors. Ça veut dire qu'il faut le boire prudemment et avec modération. Très bien. En tout cas, prudemment parce qu'on est encore dans une phase où il faut être méthodique et pour éviter aussi des déconvenues, parce que tout à l'heure, Frédéric et Caroline l'ont évoqué, simplement sur les accès à l'électricité, l'eau, en fonction du moment où on a des travaux, si on doit mettre sur cet appartement ou cette maison en locatif, il ne faut pas se retrouver dans des situations de coupure de fourniture, notamment de l'eau et de l'électricité, parce que ça coûte très cher aussi après de pouvoir le réamorcer. Quand on est à distance et qu'on n'est pas sur place, on a des gestions de clés qui peuvent être des fois, c'est tout bête, les traits terre à terre, mais c'est assez problématique quand l'acquéreur est à l'étranger. Le notaire, il ne va pas forcément accepter qu'on vienne récupérer les clés 5 fois chez lui pour des visites de travaux. Donc, voilà, donc c'est des choses assez pragmatiques, mais sur lesquelles il faut être méthodique et bien organisé pour ne pas les subir, avoir des surcoûts liés à ça. Et puis après, il y a aussi toute la partie, finalement, si on est sur du locatif, où il faut préparer la mise en location du bien. Et là aussi, ça veut dire des visites, ça veut dire des prises de photos, ça veut dire avoir toujours de l'électricité, encore une fois, pour que les visites puissent se faire avec la lumière. Enfin voilà, donc tout ça, il faut bien le préparer. Et puis, va falloir aussi préparer un bail, une évaluation du loyer. Enfin voilà, tout ça, des éléments. Je pense que Frédéric pourra rajouter des compléments sur le sujet. Mais voilà, il faut effectivement célébrer parce qu'on a signé, mais pour autant, il ne faut pas manquer ces petites dernières marches qui parfois sont les plus importantes pour ne pas se retrouver face à des problématiques très chronophages finalement quand on est à distance. Oui, je suis complètement d'accord avec toi, Franck, et notamment sur le point principal, ça va le premier point qui est celui de récupérer les clés. Ça paraît évident, mais en fait, quand on habite en Australie ou aux États-Unis, récupérer les clés, c'est un peu compliqué. Et c'est tout l'avantage aussi de passer par un chasseur. Moi, ça m'est arrivé très, très régulièrement d'assister physiquement à la signature de l'acte chez le notaire et du coup, de récupérer les clés pour mes clients, même à avoir des doubles des fois. Les clients me laissent des doubles de leurs clés au cas où il y a un souci sur place. Donc ça, c'est important de le mettre en place. Il y a également les travaux, on en a parlé tout à l'heure. Une fois que vous avez fait les devis, c'est le moment de lancer les travaux. N'oubliez pas qu'après les travaux, il va falloir faire le ménage. Donc, prévoyez le nettoyage de l'appartement ou de la maison après les travaux. Et puis, dans le cas d'une location meublée, par exemple, pensez à organiser la livraison du mobilier. Et puis, il faut faire tout le reste, préparer l'annonce, comme disait Franck, faire les photos, organiser les visites. Toute cette partie-là, en tout cas, moi, pour les clients que j'accompagne, quand ils font de la location meublée, je les oriente systématiquement vers des sociétés de location pour leur éviter ce stress. Et c'est une forme de sécurité pour eux de savoir que quelqu'un va gérer l'appartement sur place pour eux sans qu'ils aient de soucis à distance. Les fameux petits détails, Caroline, à ne pas oublier. Exactement, les petits détails qui peuvent bloquer, et il y en a partout, dans tous les sens. C'est transférer une adresse postale, par exemple, pour recevoir les courriers. Parce que quand on parle de copropriété, on parle de syndic et finalement de charges. Et mes clients, là, étrangers, me demandaient, mais comment on reçoit tout ça? À notre adresse en Hollande ou à notre adresse parisienne? Ouais. Il faut expliquer qu'il y a aussi des espaces Internet, que tel syndic, parce qu'on connaît bien tous les syndics parisiens, je connais bien ceux qui ont des espaces Internet, ceux qui n'en ont pas, comment ça se fait. Expliquer que c'est le notaire qui fait ça, mais qu'après, il faut suivre la taxe foncière qu'on paye au mois d'octobre, comment ça se passe, qui gère tout ça. Effectivement, après, outre les travaux, où moi, je travaille avec des entrepreneurs locaux que je peux leur présenter, je peux même ouvrir la porte pour faire les travaux et suivre un peu vers ça et leur envoyer des vidéos s'ils ne sont pas là. Quand il y a des copropriétés avec des gardiens, quand il y a des commandes, des livraisons de meubles aussi ou autres, c'est pas mal aussi de rencontrer le gardien, d'introduire mes clients acquéreurs auprès du gardien aussi. Ça crée du lien, exactement, et faire effectivement vérifier que toutes les déclarations fiscales et locales sont bien respectées. Un petit détail, la taxe foncière, en fait, finalement, si vous êtes un nouvel acquéreur en France, à Paris ou à Marseille ou ailleurs, il faut créer un espace sur impôt.gouv.fr, le fameux site que tous on adore, pour pouvoir après suivre l'évolution de sa taxe foncière, par exemple. Ou un autre petit conseil, c'est si effectivement vous achetez un pied-à-terre et que vous venez de temps en temps,
peut-être débrancher les piles de votre détecteur de fumée. Ça évitera qu'ils tombent en panne ou qu'ils sonnent quand vous n'êtes pas là, par exemple. Voilà, plein de petites astuces que les chasseurs apportent à leurs clients. De bons conseils pratiques. Vous écoutez Comment réussir son achat immobilier en France depuis l'étranger avec les experts de Mon Chasseur Immo. Vous écoutez la radio des Français dans le monde et je vous rappelle que vous pouvez télécharger votre application Français dans le monde pour avoir la radio et tous nos podcasts partout avec vous. Partout, même à Berlin, parce que justement, nous avons un témoin qui est là en direct. Il s'appelle Mickaël. Alors, Mickaël, on rappelle que tu as acheté un bien en France depuis l'étranger. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, avant de te lancer dans cette aventure, qu'est-ce qui te freinait, qu'est-ce qui t'inquiétait et quelles ont été pour toi les principales difficultés? Oui, bien sûr. Comment commencer? Alors, au début, peut-être comme tout le monde, on a vraiment envie de chercher un bien, on se projette dans ce bien, on est vraiment motivé. Nous, on a commencé à chercher il y a quelques années à Marseille, puis on rentre à Berlin et on ne sait pas vraiment où commencer. Parce on est perdu. On est perdu, on n'est plus à Marseille. Alors qu'est-ce qu'on fait? On passe beaucoup d'heures sur Se Loger et d'autres sites internet, mais on voit que c'est vraiment compliqué. Et on commence à se poser des questions comme est-ce que je connais tous les quartiers intéressants? On téléphone avec des agents qui sont super sympas, mais dans les conversations, on entend déjà que on n'est pas résident, alors on n'est peut-être pas un good lead, on n'est peut-être pas fiable. Alors on se demande aussi, il y a peut-être d'autres réseaux, d'autres possibilités. Est-ce que je vais vraiment trouver mon bien sur Internet? Et après quelques mois, nous, on a vraiment vu que c'est vraiment difficile d'avoir des rendez-vous pour des biens qui sont super intéressants parce qu'on voit vraiment que les biens, de faire des rendez-vous sur distance, c'est pas vraiment facile. Surtout à Marseille, il y a beaucoup d'appartements qui sont super sympas, ça bouge vraiment vite. Alors, on ne peut pas faire un rendez-vous dans 2 semaines parce que l'appartement est déjà vendu. Et en plus, une fois de retour à la maison, on voit dans la vie quotidienne à Berlin, on voit vraiment que ça prend beaucoup de temps. Et et aussi, ça devient aussi, comme on dit, une obsession de regarder toujours les sites internet. Est-ce qu'on a manqué un appartement? Alors, ça peut rendre les gens un peu fous. Et à la fin, ça commence super bien avec l'idée d'acheter un bien, mais à la fin, c'est beaucoup de questions, beaucoup de méfiance. Et à la fin, on ne sait vraiment pas où commencer ou comment continuer. On est perdu, je comprends, la distance n'est pas simple. En plus, tu es à Berlin, on a un vrai sujet sur le logement à Berlin. J'ai encore eu ce matin une interview d'une artiste française établie à Berlin qui dit à quel point le logement est devenu compliqué. Alors, quand on veut l'acheter à quelques centaines ou quelques milliers de kilomètres, j'imagine, cette logistique, justement, c'est une gestion, il faut se faire aider, quoi. Oui, c'est ça, oui. Alors, acheter un bien en France quand on vit à l'étranger, ce n'est pas une mince affaire entre la distance, les démarches administratives qui sont, il faut le reconnaître, en France parfois lourdes, le manque de connaissance du marché local ou encore les interlocuteurs peu disponibles. Les obstacles sont nombreux. Alors, Franck, selon toi, quels sont les pièges les plus courants dans ce type de projet? Comment les éviter? Écoute, je pense qu'il y a un premier piège sur lequel les expatriés tombent souvent, c'est celui de se dire, comme j'ai habité dans une ville, je la connais bien. Alors c'est sûr qu'on peut connaître la ville sans pour autant bien connaître le marché local, le marché immobilier local. Donc ça, c'est un premier point, je pense qu'il faut avoir à l'esprit. Penser qu'on peut tout faire tout seul, c'est souvent avec la distance un biais qu'on a vu qui se présente souvent pour les acquéreurs. Penser qu'un ami ou quelqu'un de sa famille peut tout faire pour soi, bon, c'est sûr, mais pour 1-2 visites, mais est-ce que pour X étapes... Au bout de la 15e, l'ami va peut-être jeter l'éponge. Voilà. Ou alors il va venir habiter chez vous après pour son séjour à l'étranger et rester plusieurs mois à votre domicile. Et puis je rejoins un peu ce que disait aussi Mickaël sur les agents immobiliers qui sont fort sympathiques, mais qui ne sont pas forcément des chasseurs immobiliers. Et c'est là où il y a vraiment une différence sur les rôles. Donc je pense que ça, c'est les pièges qui, en tout cas, à mon sens, que je vois vraiment les premiers à bien avoir à l'esprit quand on se lance dans cet achat depuis l'étranger.
Justement, Mickaël, du coup, de ton côté, qu'est-ce qui t'a convaincu à faire appel à un chasseur immobilier et avec le recul, maintenant que tout ça s'est bien passé, qu'est-ce qui a changé pour toi concrètement en passant avec ce partenaire? Alors, beaucoup de choses ont changé parce qu'après 2 ou 3 voyages à Marseille avec des visites qui menaient vraiment à pas beaucoup, un agent super sympa m'a donné le contact de Frédéric. Alors, on a fait une petite vision ensemble, on a parlé de notre projet. Et là, on a vu tout de suite qu'on ne connaissait pas vraiment Marseille, parce qu'on ne connaissait vraiment pas tous les quartiers intéressants. Et là, on a vraiment vu qu'avec l'aide de Frédéric, on peut se détendre ici à Berlin, parce que c'est lui qui fait la recherche par l'application. On peut voir des appartements, des suggestions. Et ce qui était super sympa pour nous, comme on est à Berlin avec la distance, c'est que Frédéric nous a envoyé des petites vidéos qu'il a fait avec son téléphone de 3 ou 4 minutes. Il a fait une première visite et nous a parlé de l'appartement, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui nous convient ou ce qui correspond peut-être à notre recherche. Et là, on a vraiment vu qu'on a vraiment la chance de visiter ou aussi de faire une visite 1 ou 2 jours plus tard pour les appartements qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de visiter sans Frédéric. Et ce qu'il faut vraiment dire avec Frédéric, il nous a fait découvrir un quartier super sympa à Marseille qu'on ne connaissait pas, mais on se sent vraiment à l'aise et ça correspond vraiment à ce qu'on cherchait, mais on ne savait pas que ça existe. Alors là, on voit vraiment qu'avec un chasseur d'IMO, on peut un peu plus se concentrer sur ce qu'on veut et aussi l'investissement, se projeter dans l'appartement, dans le bien, sans avoir ce stress quotidien parce qu'on a toujours peur de rater peut-être l'appartement de ses rêves. Alors, il y a vraiment un sentiment de sécurité, on se sent moins seul. On a vraiment l'impression que quelqu'un est là pour nous aider, parce que le rôle d'un chasseur IMO, ce n'est pas le rôle d'un agent. Alors, on a vraiment l'impression qu'on a un ami. Maintenant, on est aussi des amis maintenant, Frédéric. Et oui, mais il faut vraiment dire, à partir de distance, dans mon opinion, de le faire sans chasseur IMO, c'est presque impossible, oui. Dis donc, Mickaël, tu es en Allemagne depuis combien de temps? Tu as pris un petit accent, tu sais? Oui, ça fait 30 ans que je suis en Allemagne. Alors. Ah ben voilà, c'est ça. Oui. On comprend mieux. Et alors, est-ce que quand on signe un compromis à Marseille, on boit du champagne ou du Ricard? On a bu du champagne. Ah ouais. Voilà, on reste dans la tradition française. Oui. Alors, Franck, je me tourne vers toi concrètement. Qu'est-ce qui fait la force de l'accompagnement de Mon Chasseur IMO dans ces projets? On a un peu fait le tour du sujet, mais là, on est dans le concret. Le faire seul, c'est sûr, c'est pas possible. Non, effectivement, c'est notre force, cette logique d'accompagnement de ces enjeux, de gérer ces enjeux de l'achat à distance. Je pense que là, ça a été relaté, le fait que le chasseur immobilier, c'est un expert local qui va accompagner, qui est dédié, vraiment, c'est un interlocuteur unique qui est dédié au projet de l'expatrié. Donc, je pense que là, c'est un vrai plus que l'on peut apporter. D'autant plus qu'on ne l'a peut-être pas précisé, il faut avoir à l'esprit que c'est un chasseur qui n'a pas de conflit d'intérêt, puisqu'il ne va pas proposer des biens qu'il a en portefeuille comme un agent immobilier, mais il va aller sourcer sur le marché les meilleurs biens qui correspondent au projet du client. Donc, c'est vraiment un allié. Je pense que ce que disait Mickaël en témoigne juste à l'instant. C'est tout aussi un écosystème de partenaires qu'on a déjà aussi évoqué sur les travaux, sur des notaires dédiés. Voilà, donc on a des interlocuteurs, des gens qui sont habitués à faire de la gestion locative pour des expatriés, des sociétés partenaires qui savent gérer la comptabilité pour de la gestion locative, par exemple, à distance. Donc tout ça, c'est un écosystème qu'on met à disposition de nos clients. Ensuite, on a une couverture nationale, ce qui permet de répondre à des demandes sur beaucoup de territoires grâce aux 180 chasseurs qui constituent notre réseau. Donc ça, c'est aussi une force et d'être aussi avec des partenaires locaux et non pas des partenaires nationaux, parce que les réponses ne sont pas forcément toujours les mêmes et toutes les sociétés ne sont pas capables de répondre sur l'ensemble du territoire. Et puis, la particularité de Mon Chasseur IMO, c'est aussi pour ça qu'on a été notamment... on a eu un prix avec la French Tech sur cette partie-là. On a développé une application digitale qui permet, pour des gens à distance, de pouvoir interagir sur leur projet avec le chasseur. Et ça, en tenant compte tout à l'heure du décalage horaire que tu évoquais, eh bien de pouvoir être réactif malgré tout et d'avoir un niveau de qualité d'information et de mise à disposition dans un seul et même support dans leur téléphone ou sur
sur leur PC. Et ça permet là vraiment de pouvoir avoir toutes les analyses et les remontées d'informations que fait le chasseur. Donc pour moi, c'est vraiment le fait d'allier l'humain, qui est le chasseur IMO, et on y est très très attaché chez nous, avec la force du digital pour pouvoir permettre de faire aboutir ces projets dans les meilleures conditions possibles. Voilà, c'est de manière peut-être plus claire aussi, plus facile et moins stressante, parce qu'on sentait aussi dans Michael, ce projet-là pouvait amener du stress, alors que l'idée, c'est de se faire plaisir aussi à travers cet achat immobilier ou cet investissement. Donc, c'est ce que permet aujourd'hui l'accompagnement du réseau Mon Chasseur IMO. Et voilà, donc dans les App Store du monde entier et dans les Google Play du monde entier, il y a des applications qui vont se télécharger aujourd'hui, l'application Mon Chasseur IMO, et j'avais fait la pub de celle de Français dans le monde tout à l'heure. Mais voilà, c'est bien de dire qu'il y a du numérique, mais il y a aussi des vrais hommes et femmes derrière. Alors, messieurs, dames, on arrive un peu au bout de ce webinaire déjà. Chacun d'entre vous, si vous aviez un seul conseil à donner à quelqu'un qui vit à l'étranger et qui hésite aujourd'hui à se lancer, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Peut-être le premier conseil que je donnerais, Gauthier, c'est de s'entourer, de ne pas faire seul. C'est un projet avec un enjeu. Donc voilà, pour éviter des erreurs qui peuvent coûter très cher, si vous avez ce projet, réfléchissez-y. Mais effectivement, n'hésitez pas à vous entourer, à vous faire accompagner. Ça me paraît essentiel quand on est à distance. Merci. Frédéric? Moi, je dirais aux gens qui nous écoutent, ne vous laissez pas impressionner par la distance et ne soyez pas bloqués par rapport à cette distance, puisqu'aujourd'hui, on essaie de vous le démontrer ce soir, tout peut se faire à distance, à condition d'avoir bien sûr les bons outils et les bons relais locaux. Et il est évident que tout devient beaucoup plus simple quand on se fait accompagner par un chasseur immobilier. L'important, l'élément clé, c'est vraiment de construire avec son chasseur ou sa chasseuse une vraie relation de confiance. Mika en a parlé tout à l'heure, c'est ce qui a fait qu'on a très très bien fonctionné ensemble et qu'on est devenus même amis par la suite. Merci beaucoup, Caroline. Oui, surtout, prenez le temps de bien vous informer en amont. J'ai l'habitude d'avoir une 50aine de questions de part et d'autre pour bien comprendre les règles du jeu du marché français, anticiper, et pour que les choix après soient plus éclairés, soient faits avec sérénité, sans mauvaise surprise, sans stress surtout. Et tout paraît fluide dans l'accompagnement jusqu'à la remise des clés de votre futur appartement parisien. Alors évidemment, les experts de Mon Chasseur IMO sont convaincus, mais alors un utilisateur comme Michael va aussi donner son avis sur la question. Et mon conseil est vraiment de se faire accompagner dès le début pour avoir le plus d'informations possible sur la ville, sur le quartier, peut-être aussi de mieux comprendre son propre projet, parce que je pense avec une personne qui est un peu neutre et qui aide vraiment à comme on dit, de mettre la clarté dans ce projet, ça aide vraiment et ça élimine beaucoup de stress. Merci beaucoup. Viviane, on a quelques questions qui sont arrivées et je pense qu'on va profiter que nos experts sont là avant de conclure, de pouvoir faire un petit point. Qu'est-ce qu'on nous a demandé ? Alors, on nous a demandé est-ce qu'on peut vraiment négocier un bien à distance sans être sur place ? Alors, bon, a priori, on a un peu répondu, à la question. Ouais. Donc, la réponse est plutôt oui. Vous êtes d'accord, les experts ? Oui, bien sûr, on se charge, nous, de la négociation pour nos acquéreurs, avec des tas d'arguments concrets sur les prix du marché, sur les enjeux, le contexte, etc., qu'on apporte à nos acquéreurs. Merci. J'ajouterais même, pour rebondir sur ce que dit Caroline, que le fait d'être des confrères, finalement, avec des agents immobiliers qu'on connaît sur place, nous permet d'avoir un niveau d'information de leur part qui est plus conséquent qu'un simple particulier. Ils nous disent des choses à nous qu'ils ne diraient pas à un simple particulier en direct. Viviane, une autre question ? Oui, juste si je peux me permettre de pour rajouter un petit point. Bien sûr, on ne va pas laisser répondre. Vas-y. C'est un sujet qui m'est aussi très cher, la négociation dans l'intérêt de nos clients. Mais parfois, la négociation, ce n'est pas de négocier le prix, mais c'est de négocier que c'est l'offre de notre client qui est choisie parmi plusieurs offres qui veulent acheter ce bien. Et ce n'est pas une mince affaire quand on a un client qu'on représente qui est expatrié. Mais ça peut faire partie aussi des sujets de ne pas simplement négocier le prix, mais parfois, quand il va y avoir 5 ou 6 personnes qui veulent acheter le même bien, eh bien, de faire en sorte de négocier que ça va être le client expatrié qui est accompagné par Mon Chasseur IMO qui a le bien. Ça a été des réussites de beaucoup de projets qu'on a pu avoir avec des clients. Et ça, c'est un enjeu qui est aussi auquel il faut penser quand on est à distance.
Merci. Alors, comme on a quelques questions, je vais vous demander de pas faire des réponses à la Emmanuel Macron. Hein. Enfin, il va falloir répondre un peu plus vite. Viviane, je pense que tu as une autre question. Oui, j'ai en cas d'investissement locatif, c'est quoi les démarches spécifiques qu'il faut prévoir? Ah, ça va être pour Franck, ça se sent. Bah, écoute, Viviane, en fait, sur les démarches spécifiques, je pense qu'il y a des éléments qui sont liés à l'assurance du bien. Enfin, il y a des choses qui paraissent assez évidentes. Mais quand on est sur un investissement locatif, on va devoir faire des choix déjà de quel type d'investissement à faire. Est-ce qu'on va faire un investissement nu, meublé? Comment on va le mettre en location? Est-ce qu'on va gérer soi-même la location à distance ou est-ce qu'on va faire appel à un partenaire local? Donc tout ça, en fait, il y a beaucoup de paramètres à prendre en ligne de compte lorsqu'on est dans un investissement locatif. Donc il y a autant de temps de préparation dans la discussion avec le chasseur au départ pour bien cadrer le projet, ce qui va définir finalement comment on le mènera ensuite, et puis la mise en œuvre, parce que l'investissement locatif, il est réussi si l'appartement il est loué. C'est quand même une évidence peut-être, mais ce n'est pas le tout de bien l'acheter. Il faut ensuite qu'il soit bien mis en location et rapidement. Donc je pense qu'effectivement, il y a plein de paramètres et en amont et après l'achat à bien maîtriser pour que ça soit une réussite. J'ai une autre question qui vient aussi d'arriver de Mosen Benkeder, toujours, qui dit « Pensez-vous qu'il y a conflit d'intérêts quand on négocie directement avec l'agence vendeuse ?» Alors, je ne sais pas si les experts voulaient répondre. Enfin, en tout cas, conflit d'intérêt, nous, on travaille 100% dans l'intérêt de l'acquéreur. Donc, on n'a pas de conflit d'intérêt puisqu'on n'a pas de rémunération qu'on partage ou de partage financier avec l'agence vendeuse. Donc, on est vraiment dans une logique de négocier dans l'intérêt du client. C'est pour ça que tout à l'heure, ce que disait Frédéric, c'est qu'on est avec un homologue qui est un confrère du monde de l'immobilier, mais nous, on représente l'acquéreur et lui, il représente les intérêts du vendeur. Donc, on travaille pour rapprocher les positions, mais sans avoir de contrat ou de reversement financier. Donc, on le fait vraiment en toute objectivité. J'ai même tendance à dire que quand on le fait pour des clients qui sont à distance, on le fait presque comme si on le faisait pour nous, quoi. Donc, on est vraiment 100% du côté de l'acquéreur, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est dans ce schéma 100% dédié aux acquéreurs et qu'on ne fait pas de mise en vente de biens chez Mon Chasseur Immo. On est vraiment uniquement que sur l'accompagnement des acquéreurs pour ne pas avoir justement de conflit d'intérêts. Merci beaucoup pour cette réponse, Viviane. Une dernière question? Oui. Comment transférer les fonds depuis l'étranger? Bon, je ne sais pas si vous voulez répondre, Frédéric ou Caroline. Allez-y si vous voulez. Oui, les fonds se font. Il faut savoir que les fonds, de toute façon, sont envoyés au notaire, hein, puisque c'est le notaire qui gère intégralement les flux financiers. Et généralement, les transferts se font depuis la banque ou l'organisme qui fait le prêt sur le compte du notaire. Mais c'est vrai qu'il faut tenir sur des plafonds. Il peut y avoir des plafonds pour les transferts. J'ai eu le cas concret la semaine dernière. Et donc, toujours anticiper, en discuter en amont. Ça va dépendre des pays, des banques et des clients. Oui, il y a peut-être des délais un peu plus longs que si c'était des résidents également. Donc, anticiper le délai des transferts de fonds depuis l'étranger. En effet. Très bien, je pense que nous avons fait le tour de ce webinaire. Merci à vos quatre pour vos retours d'expérience concrets et très complémentaires. Merci et Guten Tag aussi, hein, Guten Tag, Dankeschön plutôt. Vous avez vu, j'ai une maîtrise de l'allemand qui est tout à fait excellent. Ce qu'on retient, c'est qu'un achat immobilier à distance depuis l'étranger, c'est complexe, mais ça peut parfaitement se faire à condition d'avoir la bonne méthode, les bons réflexes et les bons partenaires. Mon Chasseur Immo, c'est aujourd'hui un réseau de 180 chasseurs immobiliers présents partout en France, capables d'accompagner à distance les expats et les non-résidents dans tous les types de projets, une résidence principale, un pied-à-terre ou un investissement locatif pour vous permettre d'acheter le bien idéal au meilleur prix et de façon simple, sûre et efficace. Évidemment, on va vous mettre tous les liens utiles pour découvrir le réseau Mon Chasseur Immo. Vous pouvez leur écrire également à contact@monchasseurimo.com. Merci d'avoir été avec nous sur françaisdanslemonde.fr, un média à disposition de tous les francophones qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. On n'a pas évoqué le sujet du retour en France, mais il y en a quelques-uns qui reviennent et voilà, donc c'est aussi l'occasion pour eux d'acquérir un bien. Merci à tous d'avoir été là avec nous. Le podcast audio et vidéo est disponible en ligne. Je vous souhaite un bel été parce qu'on est quand même aux portes de l'été. Vous allez continuer à travailler ou il y aura des vacances pour vous? Il y aura des vacances.
Ah, bien, moi aussi. Oui, oui, il faut faire un Allez. break. C'est nécessaire pour nous aussi. Merci Frédéric. Caroline? Oui, mois d'août, c'est ralenti à Paris quand même. Ah ouais, je suis Donc, d'accord. bon, même si on anticipe pour la rentrée, ou qu'on poursuit les recherches pour des clients en juillet, si on n'est pas trouvé, mais c'est ralenti. Vacances en Ça va août. ralentir un tout petit peu pour la saison estivale. Et Franck? Eh bien, écoute, 180 chasseurs, l'avantage, c'est qu'on en a qui, eux, restent sur le pont. Donc, Ouais. on est en capacité à plusieurs chasseurs de répondre à différentes missions qu'on peut avoir pendant cette période, même si, à titre personnel, j'ai aussi un petit peu de repos. On essaye, en fait, de pouvoir, malgré tout, continuer cet accompagnement pendant cette période estivale. C'est les plus récemment arrivés dans l'entreprise qui vont s'y coller cet été. C'est normal, hein. Merci Mickaël depuis Berlin. Et puis un merci spécial à Viviane, avec qui nous avons un petit mot. Mickaël, tu veux nous dire au revoir? Oui, merci beaucoup pour l'invitation et ouais, c'était super intéressant aussi pour moi. Merci beaucoup. Tu vas acheter un autre bien maintenant? Peut-être, on va voir. On ne sait jamais. Et un merci tout spécial à Viviane, avec qui nous avons préparé ce webinaire. Viviane, est-ce que tout s'est bien passé? Parfaitement bien. Merci beaucoup. Eh bien, belle soirée. Merci. Alors, belle soirée. Bon début de journée, bon réveil, hein, encore une fois, avec ces auditeurs qui se lèvent et se couchent. Au plaisir de vous retrouver sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. merci. Au revoir.